Bien, écoutez, merci de votre présence, Madame la rapporteure, chers collègues, chers messieurs. Nous allons démarrer nos auditions aujourd'hui. C'est la première que nous allons faire. Donc, je vous rappelle que le Sénat a constitué une mission d'information sur la gestion des risques climatiques et l'évolution de nos régimes d'indemnisation à l'initiative du groupe socialiste et républicain. Notre collègue Nicole Bonnefoy en est la rapporteure. Je lui passerai la parole tout de suite après. Donc, je rappelle l'objectif. L'objectif principal de cette mission d'information est d'identifier et d'analyser les difficultés liées à l'indemnisation des sinistres résultant des aléas naturels de forte intensité et de proposer des solutions pour y remédier. Nos réflexions intègrent également des mesures de nature préventive dès lors qu'elles permettent de limiter les conséquences des aléas naturels et donc de maîtriser les besoins d'indemnisation. Bien évidemment, le point de départ de notre réflexion est le risque de multiplication et d'intensification de ces aléas naturels de forte intensité en raison du changement climatique. Nous sommes donc heureux de recevoir un expert sur ce sujet en la personne de M. Robert Vautard, qui est chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, qui étudie ces phénomènes. Juste un mot, puisque je vois que mon collègue Michel Magras est avec nous. J'ai vu également que dans le cadre de la délégation Outre-mer, c'est un sujet que vous êtes en train d'étudier et dont les rapports doivent être rendus, je crois, au troisième trimestre deuxième rapport. Donc je pense qu'il faudra évidemment que nous travaillions, vous êtes un peu spécialisé sur l'outre-mer en particulier, mais il faudra que nous travaillions évidemment sur le sujet ensemble, puisque nous devons balayer l'ensemble. Donc il est évident qu'on sera très attentif également aux travaux que vous pourrez mener. Voilà. Donc je ne vais pas être plus long et je passe immédiatement la parole à Nicole Bonnefoy, notre rapporteure. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur, bonjour à tous. Le Président vient de rappeler le cadre qui est celui de notre mission et nous avons effectivement choisi de commencer par un état des lieux. Donc cet état des lieux porte en premier sur les aléas eux-mêmes, comme le Président vient de le préciser. Donc nous avons plusieurs questions qui concernent donc ces aléas. D'ailleurs, nous vous avons adressé un questionnaire pour faciliter les choses. Elles concernent à la fois la situation actuelle, mais aussi bien évidemment l'avenir. Exemple, quelles évolutions historiques des risques naturels observe-t-on en termes de fréquence et d'intensité ? Dès lors que nos travaux sont centrés sur l'indemnisation des sinistres, la quantification du risque est un élément évidemment important à prendre en compte. Dans quelle mesure ces évolutions sont-elles causées par ou corrélées au changement climatique et quels sont alors les mécanismes scientifiques à l'œuvre? Voilà par exemple une deuxième question. La troisième, quant à l'avenir, qu'est-il d'ores et déjà possible d'anticiper? Est-ce que c'est possible déjà? Nous entendons parfois dire qu'au-delà d'une évolution quantitative, c'est la nature même des risques ou leur localisation qui pourrait changer. Donc on a besoin d'un éclairage scientifique sur ces questions et commencer donc nos auditions par vous-même, chercheurs au CNRS, et donc important pour le début de nos travaux et on vous en remercie. Évidemment, après votre exposé, les collègues pourront poser les questions qu'ils le souhaitent. Je crois qu'on a 1 heure, c'est ça? Oui. On a 1 heure. Merci beaucoup. Excusez-nous. D'accord, voilà. Ça semble fonctionner, oui. Voilà, donc je vous, mesdames, messieurs les sénateurs, vous me voyez ravi d'être parmi vous pour parler de mon travail finalement et du travail de la communauté scientifique qui m'entoure aujourd'hui. Et c'est tout particulièrement important de pouvoir communiquer les résultats de nos travaux dans ce cadre du Sénat. Alors,
Vous m'avez adressé... alors, tout d'abord, je voudrais me présenter un tout petit peu. Donc, je suis directeur de recherche au CNRS et au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, qui fait partie de l'Institut Pierre-Simon Laplace, institut dont la vocation est d'étudier le climat. Je suis également membre, ou plus précisément coordinateur d'un des chapitres du GIEC, du rapport du GIEC, qui sortira en 2021, donc le 6e rapport du GIEC. Et il se trouve que le chapitre que je coordonne, qui a un titre en anglais, mais dont la traduction en français m'échappe encore un petit peu, mais essentiellement a trait précisément à la quantification des aléas pour mieux prévenir des risques futurs liés au changement climatique. Donc, je vais me limiter dans cet exposé à mon domaine d'expertise, qui est la nature physique du climat, et non pas la façon de gérer les politiques climatiques, etc. Donc, je me limiterai à mon domaine d'expertise pour vous parler du changement climatique et de l'évolution des aléas. Alors, tout d'abord, un premier point pour rappeler des choses qui sont dans les différents rapports du GIEC dont vous avez peut-être pu voir les résumés récemment et même dans les années qui ont précédé. La première chose est que les changements de long terme du climat, le climat voulant dire l'ensemble des phénomènes liés à la météorologie, aux océans, aux surfaces terrestres, et aux glaces, les changements de long terme sont des changements que nous qualifions de long terme puisqu'ils sont sur plusieurs décennies ou plusieurs siècles dans le comportement de l'atmosphère, de l'océan, de la cryosphère ou de la biosphère terrestre, sont dus en premier lieu à des variations naturelles aléatoires sous l'influence du soleil, du volcanisme, mais aussi aux variations dû à l'accroissement des gaz à effet de serre et aux effets, d'une manière générale, de l'homme sur l'environnement. Nous estimons aujourd'hui, la communauté scientifique estime aujourd'hui que ces perturbations dues au développement de l'humanité ont contribué de façon significative au réchauffement climatique que l'on observe, réchauffement aujourd'hui estimé à 1 degré, plus ou moins 0,2 degrés, par rapport à l'ère pré-industrielle. Ces perturbations ont contribué de façon significative à partir de la moitié du XXe siècle. Avant la moitié du XXe siècle, il est difficile de dire ou de déceler la trace de l'homme sur le climat. Aujourd'hui, cette trace, cette empreinte est parfaitement claire. Et elle est parfaitement claire puisqu'il est impossible aujourd'hui de l'expliquer par les seuls mécanismes naturels et sans faire intervenir l'accroissement des gaz à effet de serre. Sur ce point, les modèles et les observations sont en parfaite adéquation et aboutissent aux mêmes conclusions. Donc, depuis cette période, les observations des phénomènes liés au réchauffement global sont largement en accord avec les simulations du climat global. Accroissement des températures atmosphériques et océaniques en moyenne globale, fonte des glaciers et de la banquise, augmentation graduelle du niveau des mers et réduction de la couverture nuageuse. Tous ces phénomènes-là sont expliqués par ces changements. L'océan, en effet, stocke au fil du temps plus de 90% de l'énergie excédentaire qui est liée au piégeage du rayonnement par les gaz à effet de serre. Et si l'océan en fait répond à cette perturbation de façon très régulière, la montée des océans est très régulière si on la considère de façon globale, la variation de température globale n'est pas, elle, très régulière et on peut observer des fluctuations d'une année à l'autre et d'une décennie à l'autre même. C'est pour ça qu'il est difficile souvent d'estimer le changement climatique si l'on regarde seulement quelques décennies, ou disons quelques années à quelques décennies, quelques années, disons, à une vingtaine d'années. Donc on estime aujourd'hui que le réchauffement, je l'ai dit, est de l'ordre de 1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle et qu'au rythme actuel du réchauffement climatique,
cet écart de température atteindra 1,5 degré probablement avant le milieu du siècle, du XXIe siècle, et 2 degrés un petit peu après le milieu du XXIe siècle, si le réchauffement se poursuit à la vitesse à laquelle il se poursuit. Ce réchauffement a des conséquences non seulement globales, comme nous les avons vues, mais régionales. Pratiquement toutes les régions du monde aujourd'hui, on y observe un réchauffement. En Europe, c'est bien évidemment le cas comme ailleurs, et en France tout particulièrement, on observe également ce réchauffement. Ce réchauffement est particulièrement important dans les régions arctiques, un phénomène que l'on explique par la réponse des différents systèmes, la banquise, les systèmes océaniques. Le réchauffement est particulièrement marqué, il est 2 à 3 fois plus important dans les régions arctiques qu'au niveau global, et cela pose des problèmes très importants, non seulement pour la biodiversité, mais aussi pour les sociétés qui ont besoin, par exemple, de la glace de mer pour se déplacer, etc., etc. Donc, le réchauffement climatique, en fait, induit des perturbations sur tous les continents. Et je vais essayer de recentrer maintenant mon exposé plutôt sur l'Europe et sur la France, et plus particulièrement sur les événements extrêmes. Alors, je voudrais préciser d'abord que la question du risque climatique ou des risques liés au changement climatique n'est pas qu'une question liée au changement du système naturel lui-même. On dit bien souvent que le risque est le croisement d'un aléa, d'une exposition et d'une vulnérabilité. Si une vague de chaleur touche le milieu des océans, ou touche une région inhabitée plutôt, probablement elle aura peu d'impact et elle occasionnera moins de risques que si elle touche une région habitée. J'évite le milieu des océans puisqu'on sait aujourd'hui que les vagues de chaleur océaniques ont des effets sur les coraux. Donc voilà, ma phrase était mal partie. Donc on observe sur les événements et les phénomènes extrêmes des tendances très claires pour certains types de phénomènes et des tendances beaucoup moins claires ou pas de tendance pour d'autres. On observe une augmentation partout dans le monde de la fréquence, de l'intensité et de la durée des vagues de chaleur. Donc c'est un phénomène qui est absolument clair, et on observe dans plusieurs régions du monde, et en France dans certaines régions, une augmentation de la fréquence et de l'intensité des pluies extrêmes ou des précipitations extrêmes, pour être très précis. On observe également généralement une diminution des vagues de froid, donc des périodes de froid intenses, même si il reste encore des événements de forte intensité. Nous avons pu le voir par exemple aux États-Unis récemment, mais c'est le cas en Europe. En février 2012 par exemple, on a des vagues de froid qui sont très importantes, mais leur fréquence et leur intensité sont en diminution lorsqu'on regarde sur plusieurs décennies. On observe également dans l'Atlantique Nord une augmentation de l'intensité des cyclones les plus intenses, des ouragans. On les appelle les ouragans dans l'Atlantique Nord, dans les Caraïbes. Donc ça va toucher particulièrement certaines régions françaises. Et cette augmentation, nous allons y revenir, est assez complexe à expliquer. Voilà, en dehors de ces phénomènes, vagues de chaleur, vagues de froid, précipitations extrêmes, il est souvent difficile d'observer une tendance très claire dans les observations. Cela est dû non pas nécessairement à l'absence de tendance, mais à l'absence souvent de données fiables, homogènes, sur une durée suffisamment longue. Donc il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'on n'observe pas de tendance qu'il n'y a pas de tendance. Ça veut dire que parfois il n'y a pas de tendance, mais parfois on ne peut pas l'observer avec les moyens qu'on a déployés au fil des décennies, et donc c'est parfois assez difficile.
Donc ça, c'est pour le passé. On peut regarder un petit peu le passé très récent. Cela a été demandé dans les questions. Donc les 2 dernières décennies. Je répète qu'il est difficile d'interpréter une tendance sur 1 ou 2 décennies seulement. C'est très peu pour l'échelle climatique. Et donc, on peut avoir une tendance, effectivement, mais il est très difficile de l'interpréter, soit en termes de changement climatique, soit en d'autres termes. Néanmoins, sur les 2 dernières décennies, on peut noter, particulièrement en Europe, la répétition de grandes vagues de chaleur très intenses. D'abord, bien sûr, en 2003, puis en 2006. Et puis, par exemple, on voit que depuis 2015, tous les étés connaissent une grande vague de chaleur. Elle peut se manifester au nord de la France, au sud de la France, plutôt au nord de la France, par exemple en 2018. En 2017, c'est le sud de la France qui a été touché quasiment tout l'été par une vague de chaleur extrêmement intense, avec un pic début août, avec des températures qui dépassent 42 degrés, par exemple à Nîmes. Voilà, ces phénomènes ne se manifestent pas toujours au même endroit, mais se manifestent depuis 2015 tous les ans. Cela ne veut pas dire que ça va continuer tous les ans, mais c'est particulièrement notoire. On note également un grand nombre de phénomènes de pluie extrêmes dans les dernières années, avec des catastrophes qui sont liées aux inondations qui en découlent. Donc les vagues de froid sont moins nombreuses, mais elles restent encore présentes. Voilà. Alors, concernant les crues et les inondations, donc là, c'est un phénomène particulier. L'inondation est bien entendu liée à l'eau et aux précipitations qui se produisent, mais elle résulte, en fait, on peut distinguer finalement 3 types d'inondations qui vont être préoccupantes. Le premier type est ce qu'on appelle l'inondation pluviale. Une forte pluie au cours d'une journée ou même au cours de quelques heures peut se manifester dans une ville ou dans un endroit où les surfaces ne permettent pas l'évacuation de quantités d'eau importantes. Et donc on parle d'inondation pluviale à ce moment-là. Elle est directement liée à la pluie. Et elle donc découle de ces pluies extrêmes rapides. On distingue également les inondations dues aux rivières, dues aux crues des rivières, qui peuvent être, elles, le résultat de pluies non pas intenses sur quelques heures, mais sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. On peut citer par exemple le cas des inondations de la Seine en juin 2016, fin mai, début juin 2016, qui résulte de l'accumulation de pluies modérées sur 3 jours, modérées à assez fortes sur 3 jours et non pas sur un seul jour. On a également des pluies de beaucoup plus longue durée qui saturent les sols et qui, lorsqu'elles sont un petit peu plus fortes que la moyenne, vont créer des crues et des inondations. Et enfin, il faut noter les inondations, qui sont des inondations côtières, qui, elles, sont dues à des phénomènes différents, qui sont liés à des montées du niveau de la mer, qui peuvent être dues à une conjonction, par exemple, de grandes marées, de tempêtes, de vagues, mais qui vont être exacerbées par l'augmentation moyenne du niveau des mers. Alors, donc sur ces tendances observées, je reste toujours sur les observations. On dit souvent que les catastrophes naturelles sont le nombre de catastrophes, le coût des catastrophes naturelles est en augmentation. C'est probablement vrai, je ne suis pas spécialiste ni dans le domaine de l'assurance, mais j'ai vu quelques graphiques le montrant. Je crois qu'il faut faire très attention à ces graphiques quant aux interprétations qu'on peut leur donner. Le coût des catastrophes naturelles augmente parce que chez les assurances, parce que il y a plus de biens assurés aujourd'hui qu'avant aussi. Donc la part liée au changement climatique ou aux tendances climatiques et la part liée aux assurances elles-mêmes reste encore à déterminer. Donc il faut
je pense être assez prudent sur ces chiffres que l'on voit régulièrement. J'ai oublié de parler d'un phénomène qui est important et je vous prie de m'en excuser. Il s'agit des sécheresses et des phénomènes associés. Il n'existe pas aujourd'hui de tendance très marquée sur les sécheresses lorsque on regarde les observations, soit de pluie, soit d'humidité des sols. Donc ces sécheresses, en fait, dans les observations sont peu remarquables, mais nos collègues de Météo France, par exemple, ont construit, avec d'autres pays d'ailleurs, un indice, des indices de sécheresse et des indices pour les feux, de risque pour les feux, qui montrent que ces indices sont en évolution parce que ces indices sont très liés à la température. Les sécheresses sont sensibles, bien sûr, aux vagues de chaleur et aux températures, puisque ces températures augmentent les phénomènes d'évaporation. Je passe donc à la partie exposition et futur et au rôle du changement climatique. Pour évaluer, donc pour le moment, je parlais des observations des tendances. Maintenant, ce que nous essayons de faire, c'est d'essayer d'expliquer ces tendances et de voir dans quelle mesure ces tendances sont liées au changement climatique ou non. Pour évaluer le rôle du changement climatique dans des tendances, soit d'événements extrêmes, soit des tendances plus lentes, il faudrait disposer d'une planète comme aujourd'hui, avec la perturbation humaine, et d'une autre planète similaire sans la perturbation humaine, pour pouvoir donner les différences. Mais ce n'est pas possible. Néanmoins, nous disposons de modèles aujourd'hui qui, bien qu'imparfaits, nous donnent des informations tout à fait intéressantes. Ainsi, on sait aujourd'hui que la responsabilité humaine dans l'évolution des vagues de chaleur en France, en Europe, ailleurs, est très importante. Donc, elle est démontrée. Par exemple, pour donner un exemple, la vague de chaleur de l'été 2017, si on prend la moyenne des températures qui a eu lieu sur l'été 2017 dans le sud de l'Europe, a aujourd'hui une période de retour estimée à 10 ans. La période de retour, c'est simplement l'inverse de la fréquence, c'est-à-dire en moyenne, elle doit se produire une fois tous les 10 ans. Mais sans l'action de l'homme sur le climat, on estime que cette période de retour aurait dû être 10 fois au moins plus élevée. C'est-à-dire que ça aurait été un événement extrêmement rare. En fait, nous ne le retrouvons pas dans nos simulations climatiques du passé. Donc c'est un événement tout à fait exceptionnel qui a occasionné sécheresse, pertes agricoles et différents autres phénomènes, et qui aujourd'hui a une fréquence estimée à une fois tous les 10 ans, une probabilité estimée d'une fois tous les 10 ans, mais nous estimons aussi que dans un climat plus chaud de 2 degrés, ce type de vague de chaleur deviendrait la norme, c'est-à-dire se produirait environ un été sur 2. Un été sur 2 serait plus fort, un été sur 2 serait moins fort. Donc ces chiffres nous permettent de jauger un petit peu de ce que signifierait un climat 2 degrés. Un climat 2 degrés, c'est en gros un été 2017 tous les ans, ou une fois un peu moins, une fois un peu plus. De même pour l'été 2018, dont nous nous rappelons probablement mieux dans le nord de l'Europe et de la France, avec un nombre tout à fait record de journées au-delà de 30 degrés dans le nord de la France. Voilà. Donc, l'évolution actuelle des pluies méditerranéennes, nous avons également une réponse. Nous observons que les pluies intenses, typiquement 200 mm par jour ou plus, ces pluies intenses ont une augmentation d'intensité d'environ 20% depuis le milieu du dernier siècle. Cette augmentation d'intensité est liée au changement climatique. Nous avons plusieurs études qui le montrent aujourd'hui. Et plusieurs arguments physiques d'ailleurs.
Une étude a montré que la probabilité des pluies printanières sur les 3 jours, comme celle liée à la crue de la Seine en 2016, a augmenté avec le changement climatique d'un facteur 2. Et tous les modèles qui savent simuler ces pluies le montrent. Donc, nous avons des chiffres sur des événements types comme ceux-là. Pour les vagues de froid, il n'existe pas d'études encore très, très précises au niveau de la France, même si on sait que dans le futur, elles devraient diminuer. Enfin, donc ça, c'est pour l'explication des tendances actuelles. Pour tous les autres phénomènes, il est très difficile de lier les évolutions observées, s'il y en a, au changement climatique. Le GIEC est extrêmement prudent sur cette question-là. Sur les cyclones, et particulièrement les ouragans qui touchent les Caraïbes, on observe effectivement une augmentation du nombre d'ouragans les plus intenses, mais pour autant, il est impossible aujourd'hui de lier cette intensité au changement climatique de façon claire. Donc la question reste en suspens, pour différentes raisons que je pourrais évoquer si cela vous intéresse. Pour le futur, le futur ressemble beaucoup aux connaissances des évolutions actuelles. Nous savons que les pluies extrêmes, les vagues de chaleur, seront en augmentation dans beaucoup de régions du monde, en France en particulier. Et c'est une évolution pour laquelle il y a très peu d'incertitude, si ce n'est sur l'amplitude ou sur le décalage de fréquence. Voilà. Alors, excusez-moi, je reprends mes notes au bon endroit. Pour les sécheresses, il est probable que les sécheresses agricoles seront en augmentation du simple fait de l'augmentation des températures. Des températures plus élevées, une évaporation plus importante. Et si les pluies ne compensent pas, les sécheresses agricoles seront en augmentation en fréquence, en particulier en France. Pour les vagues de chaleur, une forte augmentation des vagues de chaleur dans toutes leurs dimensions, intensité, durée, etc., est à prévoir pour le siècle qui vient et donc à s'en prémunir. Les vagues de froid, une diminution de la fréquence des vagues de froid est à attendre, mais leur intensité pourrait rester importante. Donc il ne faut pas oublier les vagues de froid non plus. Dans le futur, elles ne disparaîtront pas. Pour les orages, les épisodes de grêle et les incendies. Alors, les incendies, je vais en parler un petit peu après. Pour les orages, les épisodes de grêle, les tornades, les phénomènes de petite échelle comme ça, il est encore bien difficile de répondre à cette question. Et la science n'est pas encore mûre pour pouvoir donner des réponses précises sur l'évolution à attendre. Pour les incendies, les feux de forêt en particulier, les indices de risque de feu météorologique ou de risque de feu donnent des évolutions vers des risques plus forts, mais nous savons que ces risques dépendent aussi de la gestion que nous faisons de la prévention, du comportement humain, et donc cela ne signifie pas nécessairement que les feux augmenteront dans le futur. Et d'ailleurs, ils n'ont pas d'augmentation notable dans les observations passées. Il y a eu plusieurs évolutions. Voilà. Donc pour les ouragans, ce que le dernier rapport du GIEC dit, c'est que les ouragans et les cyclones les plus intenses devraient avoir une intensité qui s'intensifie davantage. Donc il faut s'attendre à des phénomènes plus violents encore parmi les phénomènes les plus violents. En particulier concernant les aléas qui peuvent conduire à des catastrophes, des dégâts, il faut avoir conscience que dans tous les cas, les pluies liées aux ouragans et aux cyclones s'intensifieront. Donc il faut s'attendre à des pluies plus fortes et le niveau des mers augmentant, avec des problèmes d'inondation côtière très importants dans le futur, quelle que soit l'évolution de l'intensité des cyclones. Donc les risques
vont augmenter, quelle que soit l'intensité des cyclones dans le futur. Et enfin, dernière partie, sur les actions. Alors, l'action n'est pas mon domaine d'étude, donc je vais être très succinct. Il me semble qu'une première chose à réaliser, c'est que pour se prémunir des risques futurs, on ne peut se satisfaire aujourd'hui des observations passées uniquement. Pour calculer des périodes de retour, par exemple, de crues, les observations du passé sont déjà dépassées en quelque sorte. Nous ne sommes plus dans le climat des observations des 50 dernières années. Nous sommes dans un climat différent déjà aujourd'hui. Et le futur sera encore différent. Il est par conséquent important de prendre en compte non seulement les observations passées, elles resteront toujours utiles, mais aussi les modélisations qui sont faites de tous les phénomènes dont nous avons parlé, pour établir des plans pour le futur, et particulièrement pour le futur lointain, lorsque les infrastructures à construire ont une durée de vie de plusieurs décennies, voire siècles. Les pluies extrêmes et les vagues de chaleur ne nous lâcheront pas. Donc nous en avons la certitude, et aujourd'hui, il faudra, dans les différents plans, s'en prémunir. Se prémunir non pas d'un été 2003, c'est déjà un été du passé, mais d'un été plus chaud que l'été 2003. Donc de vagues de chaleur plus importantes, sans précédent, encore plus que 2003. Donc il faut que ces plans puissent prendre en compte des phénomènes qui n'ont pas encore été déjà rencontrés. Non seulement ceux qui ont déjà été rencontrés. Pour cela, il est important donc de faire des scénarios avec ces événements extrêmes, et ces événements extrêmes qui ne sont pas encore rencontrés. Il est, à notre avis également, très important de développer une meilleure communication entre les acteurs de la société civile, les industriels et les chercheurs. C'est très important. La science du climat est une science complexe. Les incertitudes sont importantes sur certains paramètres, moins sur d'autres, et il est souvent difficile de pouvoir interpréter des données qui seraient livrées directement sans explication et sans décodage par les spécialistes. Il est important également de développer la formation des jeunes sur la question du changement climatique, particulièrement dans les manuels scolaires. Et nous n'avons pas l'impression, nous, chercheurs et enseignants aujourd'hui, que les questions environnementales et plus précisément les questions climatiques soient correctement prises en compte dans les manuels scolaires. Et voilà, c'est l'essentiel de ce que je voulais dire, mes messages principaux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Vautard. Je voudrais juste, si vous me le permettez, vous poser une question. Vous avez fait, et c'est vrai que c'est dans le cadre plutôt de la France et de l'Europe, vous avez dit qu'au niveau des vagues de froid, elles sont moins nombreuses. Il se trouve que l'actualité nous montre qu'aux États-Unis, il y a une vague de froid particulièrement intense, comme je crois jamais ils n'ont eu. Donc ça veut dire qu'en fonction des endroits de la planète, on peut avoir des variations de phénomènes. Est-ce que vous pensez que ce cas particulier est notamment dû au changement climatique? Est-ce que vous l'avez examiné? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur le sujet? Je vais passer ensuite la parole à Nicole Bonnefoy, qui est notre rapporteure. Ensuite, à chacune et chacun d'entre vous. Donc, vous vous inscrirez. Je vais noter tous ceux qui veulent prendre la parole, sachant qu'à 16h, nous devons terminer. Voilà. Merci. Monsieur Vautard. Donc je vais essayer de répondre sur la vague de froid actuelle. Alors, il est bien difficile de donner des résultats de recherche en quelques jours ou quelques semaines. Ça serait en réalité pas honnête de ma part de vous donner des résultats aussi rapidement. Néanmoins, nous essayons de faire ce qu'on appelle l'attribution en temps quasi réel des phénomènes extrêmes.
Pour la vague de froid qui nous concerne, la communauté scientifique est encore divisée sur l'influence du changement climatique sur ce type de phénomène. Il n'y a pas de consensus dans les... J'ai envie de dire, il y a deux questions. La première question, c'est est-ce que cette vague de froid nous témoigne d'une absence d'évolution ou non? Et la deuxième question, c'est est-ce que cette vague de froid peut être liée au changement climatique lui-même? Donc ce sont deux questions un petit peu séparées. Donc j'ai répondu déjà dans mon exposé à la première. L'évolution des vagues de froid sur une grande durée est vers une diminution et ce n'est pas un événement précis qui modifiera cette tendance aujourd'hui. La question qui est souvent posée à la communauté scientifique aujourd'hui, que la communauté scientifique se pose aujourd'hui, est de savoir si le changement climatique lui-même ne fait pas augmenter l'intensité et la fréquence des vagues de froid. Ça, c'est une question qui est posée par différents mécanismes. Les différences de température et notamment le réchauffement plus important de l'Arctique pourrait créer des anticyclones qui ramènent des vagues de froid plus intenses sur les latitudes tempérées. C'est encore une hypothèse qui n'est pas démontrée du tout et qui reste un point de recherche pour laquelle il est difficile de donner une réponse très claire aujourd'hui. Nous n'observons pas, je le répète, ni d'augmentation, nous n'observons pas d'augmentation du nombre de vagues de froid depuis les dernières décennies. Donc ça, c'est le phénomène notoire. Merci, voilà. Monsieur Vautrin. Madame Nicole Bonnefoy. Avant de passer la parole à mes collègues, juste pour vous remercier de cet exposé, j'allais dire cet exposé qui nous accable, parce qu'il montre, et vous l'avez dit, la trace parfaitement claire de l'homme sur le changement climatique et ses conséquences. Cette mission est là pour, on a dit, mettre au centre les problématiques liées à l'indemnisation, donc j'allais dire à la réparation du préjudice que l'homme a subi, alors qu'au fond, c'est lui qui provoque la catastrophe. Donc ça m'amène bien évidemment à penser très bien pour indemniser, mais il faudrait aussi prévenir, où il faudrait que l'homme change de comportement. Alors c'est peut-être un peu utopique, puisque on voit bien que le monde scientifique tire la sonnette d'alarme depuis longtemps. Depuis 30 ans. Voilà, depuis 30 ans. Et vous disiez dans votre conclusion, dans les actions à mener, je l'ai bien retenu, on voit que les jeunes ne sont pas suffisamment formés ou sensibilisés à ces questions-là. Donc nous qui sommes plus trop jeunes, avons laissé depuis tant de temps courir, avancer les choses et être dans la situation où on se trouve, et avec des jeunes, nos enfants ou nos petits-enfants qui a priori ne sont pas suffisamment sensibilisés. Donc ça me montre l'importance de cette mission, certes pour réformer les régimes d'indemnisation, mais aussi dans un signal d'alarme supplémentaire sur ces questions alors je ne vais pas être prétentieuse au point de considérer que notre mission va changer la tendance, mais en tout cas faire passer ce message, cette nécessité, moi c'est ce qui me frappe dans ce que vous avez dit et qui m'interpelle en tant que personne humaine. Voilà, je passe la parole à mes collègues. Merci. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on pose des questions au fur et à mesure et que vous puissiez répondre d'une façon globale, parce que j'ai peur que nous soyons un tout petit peu juste au niveau du temps. Donc, Nelly Tocqueville. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Directeur. Oui, je voudrais revenir sur le chapitre que vous avez consacré aux crues et inondations. Vous avez donc présenté 3 types d'inondations. Je voulais
vous demandez si vous avez évalué l'impact sur ces phénomènes de crues et d'inondations de l'homme en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisation des espaces, puisqu'on voit bien aujourd'hui que parmi les espaces durement touchés, malheureusement, on constate qu'il s'agit de zones construites qui d'ailleurs aujourd'hui seraient pour la plupart interdites de construction. Je vous remercie. Alors, Attendez, pardon, si excusez-moi. vous permettez, on va poser les questions, les 4 questions. Vous les notez au fur et à mesure. Excusez-moi, oui, je les note. Monsieur Gontard. Oui, merci Monsieur le Président, et merci pour cet exposé. Moi, j'avais une question plus liée aux ressources en eau et aux sécheresses, donc vous en avez un petit peu parlé. C'est vrai que depuis 1 ou 2 ans, on le voit, je dirais, concrètement, ce qu'on ne voyait pas forcément. Moi, je suis sur un territoire où on a vu cet été le lac d'Annecy qui était complètement vidé, d'autres lacs à côté, et puis des glaciers qui disparaissent petit à petit. Et donc, je voulais savoir, on a aussi un indicateur qui est quand même assez important, c'est qu'on a produit moins d'électricité en énergie renouvelable en 2017, malgré les augmentations en solaire et en photovoltaïque, tout ça lié à l'hydroélectricité qui a baissé parce que manque d'eau. Du coup, je voulais savoir si vous aviez évalué un petit peu ces projections, en tout cas en termes de ressources en eau, et notamment avec cette fonte des glaciers, puisqu'on peut se dire quand même que c'est une réserve d'eau pour l'avenir, et à la vitesse où ils disparaissent, on peut avoir une certaine inquiétude. Merci. Merci, Monsieur Donis. Oui, ma première question vient dans la droite ligne de celle du président. On n'a pas de planète témoin, vous nous l'avez rappelé. Est-ce qu'il y a des éléments de modélisation, puisque vous nous avez dit que c'est là-dessus essentiellement que vous pouviez travailler, qui sont mis en commun, coopérer au-delà des travaux du GIEC, entre les différents organismes de recherche mondiaux qui travaillent en la matière? Je pense par exemple, à contrario, que l'Australie est en train de connaître une période de sécheresse totalement inédite, et millions de poissons morts dans le fleuve, enfin bref, une situation connue. Deuxièmement, est-ce que vous pensez que il y a une possibilité, ou est-ce que vous travaillez, sur des modèles qui évoluent avec la lutte contre le changement climatique, ou est-ce que vous enregistrez simplement une tendance actuelle en modélisant ces évolutions et dangers? Dit en d'autres termes, est-ce que vous intégrez des actions correctives, celles que... Troisième point, toujours dans la même idée, et qui est plus directement lié à nos travaux, est-ce que vous pensez que nous sommes face à des changements climatiques qui sont d'une telle ampleur que des actions locales ont quasiment aucun effet, et que la question centrale sera plus d'indemniser et de prendre en compte les risques? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a des micro-secteurs géographiques où, en fonction des risques, il peut y avoir une intervention humaine qui amène une prévention utile? Dit en d'autres termes, est-ce que de la même manière que l'on fait à un moment donné des travaux sur un fleuve pour éviter un certain nombre de crues, même s'il y a un débat, est-ce qu'au niveau climatique, ce type d'approche a une pertinence ou absolument pas, parce que ça relève de grands équilibres où l'intervention locale est epsilonesque, et en tout cas non significative, ce qui change quand même la nature de nos travaux aussi. Merci. Madame Perrault. Oui, merci Président, Monsieur Vota. Ma question rejoint celle de Nelly Tocqueville. Je voulais savoir si vos observations, vos travaux sont communiqués au niveau des directions départementales des territoires pour justement l'aménagement dans les communes. On sait que ce sont des travaux qui sont conséquents, coûteux, et est-ce que les diamètres des canalisations d'eau pluviale sont faits en conséquence de ce qui va arriver dans les années à venir? Voilà, merci. Merci. Madame Jasmin. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, je voudrais savoir si l'exploitation des données que vous avez au niveau de votre centre de recherche sont utilisées par les dirigeants, mais au niveau international, national, mais aussi au niveau international.
Et est-ce que là, pour avoir travaillé au sein de la délégation avec d'autres collègues de la délégation de travail sur certains rapports, nous avons vu justement les limites, notamment à Saint-Martin, parce que évidemment, il y a des impacts qui sont de plus en plus forts, et les limites des assurances également, et ce sera de plus en plus important. Donc, est-ce qu'il y a une corrélation, en fait, là vous en avez parlé, mais est-ce qu'il y a une corrélation de la prise en compte des travaux et de l'aménagement du territoire? Ça a été fait, mais surtout par rapport au niveau financier, est-ce que vos données servent aussi à cela? Voilà. Et concernant la prévention au niveau scolaire, donc est-ce que dans les formations, enfin, bon, vous êtes un centre de recherche, mais est-ce qu'on vous sollicite pour les formations des enseignants notamment? Et est-ce que les rectorats, ou en tout cas le ministère de l'Éducation, a déjà eu connaissance de vos préconisations? Merci. Merci. Dernier intervenant, non, avant-dernier intervenant, Michel Magras, qui est d'ailleurs, je le dis pour M. Votard, président de la délégation à l'Outre-mer. Merci, Monsieur le Président. Ben justement, mon intervention ne sera pas vraiment une question, mais je me permets peut-être quelques observations. Bon, à part le fait que je sois président, c'est que mon métier, c'était aussi d'enseigner les sciences de la vie et de la terre. Et je me réjouis aujourd'hui que tous les rapports scientifiques, toutes les études menées convergent vers la part de responsabilité qui est celle de l'homme. Tout en sachant, pour nous, ceux qui connaissent un peu la science, que nous ne sommes pas les seuls responsables. Le phénomène de changement de climat, changement de cycle géologique a toujours existé. Mais c'est un des rares secteurs dans lesquels moi je ne suis pas forcément pessimiste, au sens où cette prise de conscience aujourd'hui, je la considère comme réelle. Elle est tellement validée par les scientifiques que tout le monde en a pris conscience. Et je la trouve déjà que c'est une opportunité pour nous obliger, nous humains, à changer de politique. Une politique plus respectueuse à la fois des ressources, de la gestion des ressources, mais aussi de l'impact de toutes nos actions sur l'environnement. Je ne peux pas dire que ça va inverser la tendance. Ça va diminuer le rythme. Et ce qui est malheureusement perdu est peut-être perdu, mais on pourra ralentir le phénomène. Et je voudrais attirer votre attention sur la place des Outre-mer, justement, dans ce phénomène-là, parce que s'il y a un secteur sur lequel vous avez affirmé votre certitude, c'est le secteur de la montée des eaux. Comparativement au pluies, celui-là, il est irréversible. Les eaux des océans, le niveau des océans monte. Or, il se trouve que les territoires ultramarins, et je pense notamment à la Polynésie française, avec ses 118 îles, dont la plupart sont des îles très basses, mesurent déjà aujourd'hui et vont cesser de mesurer. On est obligé de déplacer déjà des populations parce que il y a pas mal d'îles qui vont être englouties, disparaître, ainsi de suite. Et l'avantage qu'il y a, nous, on se situe dans une problématique, nous, élus des îles, dans une problématique qui consiste à dire, à nous tout seuls, on ne pourra pas changer ce climat, on ne pourra pas changer le phénomène. Par contre, en tant que politique, notre mission et notre devoir, c'est d'anticiper tout ce qui va se passer. Et c'est le sens de la démarche qu'a fait la délégation d'Outre-mer. Nous, on constate des phénomènes, on voit les résultats et on fait des préconisations pour dire voilà comment il faut lutter. Donc moi, j'aimerais que les Outre-mer ne soient pas oubliés dans ce rapport. Je parle pour les rapporteurs et le président parce que ce n'est pas en contradiction avec le travail que nous faisons. Et c'est d'ailleurs notre deuxième volet, notre premier volet porté sur l'alerte, la gestion de la crise et la gestion immédiate, si vous voulez. Et notre deuxième volet qui est en cours actuellement porte justement sur la reconstruction, sur les phénomènes de remboursement des assurances, etc., sur la qualité du bâti, sur tout ce qu'il y a comme résilience des territoires. Et nous, on est dans cette problématique-là. On n'a pas d'autre choix que de nous préparer au pire. Donc je ne veux pas être trop long, mais je trouve que c'est important que vous le preniez en compte parce que, et je m'excuse de dire ça ici, on vient d'être publié un rapport national sur les cancers, la santé dans les régions de France, etc. Magnifique rapport. La seule chose, c'est que les Outre-mer ne sont pas dedans. C'est quand même 3,5 millions de Français qui sont soumis au rapport, au cancer, etc., comme les autres. Et pourquoi sommes-nous oubliés dans ce rapport? Et ça, c'est... Donc, j'insiste pour que, effectivement, vous n'oubliez pas, même si nous on fait notre travail en parallèle avec d'autres objectifs, il n'y a pas de contradiction, c'est complémentaire et c'est intéressant. Donc je suis content que Victoire soit là, que
Gisèle soit là, que je sois dans cette commission, parce qu'on est membre de la délégation. Je voulais le dire, simplement. Merci Michel pour ton témoignage. Daniel Grémillet, dernier intervenant. Oui, merci Président. Merci beaucoup pour cet exposé très, très intéressant. J'aurais une question toute simple. Quand on reprend l'histoire, il semblerait que la calotte glaciaire a déjà évolué et effectivement a eu des impacts climatiques très, très importants. Est-ce qu'on a une idée comparative entre ce qui a pu se passer effectivement sur ces périodes par rapport à ce qui est en train de se passer à la fois en niveau naturel d'évolution climatique cyclique, comme vous l'avez évoqué, plus en y intégrant l'impact humain pour voir si on a effectivement un comparatif avec l'histoire qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Merci. Et je m'excuse parce que j'ai une audition à 15 heures. Très bien. Et donc je dis ça par respect vis-à-vis de notre intervenant. Je ne pourrais peut-être pas forcément écouter toute la réponse. Non, c'est toujours gênant, mais il y aura un compte-rendu. Très bien. Merci, Monsieur Vota. Alors, je vais peut-être... Merci beaucoup de toutes ces questions. Je vois un groupe quand même de questions importants sur le... Alors d'abord, peut-être sur les climats du passé, si vous partez... bon, c'est un sujet qui m'est très cher. Les climats du passé, oui, nous avons eu, par la modification de l'orbite terrestre, des climats plus chauds qu'aujourd'hui. On estime environ 5 degrés à peu près plus chaud, avec une calotte, avec un Groenland pratiquement fondu, ce qui occasionne un niveau des mers 7 mètres plus haut qu'aujourd'hui, il y a environ 120 000 ans, 120-130 000 ans. Hein. Donc, les conséquences sont bien entendu très importantes. 7 mètres, c'est très important. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que malgré le fait qu'un climat plus chaud a déjà eu lieu, la rapidité avec laquelle le climat évolue aujourd'hui est sans précédent. D'une part, la teneur des gaz à effet de serre, du CO2, il faut remonter à plusieurs millions d'années pour la voir, alors que l'homme n'était pas là. Et la teneur et la rapidité de l'évolution, 5 degrés en 100 ans, c'est extrêmement rapide pour l'évolution des espèces et pour notre propre adaptation. C'est donc là l'enjeu. Il n'est pas tellement dans l'amplitude, enfin il est bien sûr dans l'amplitude, mais il est dans la rapidité de ces changements qu'on attend. Voilà pour la question du passé. Sur la question de la... j'avais un point à rajouter sur cette question de rapidité, ce qui est la notion d'irréversibilité. Lorsque... on parle par exemple de la pollution atmosphérique par les particules. Bon, on peut se dire, voilà, un jour on aura des voitures, des véhicules qui seront propres, qui n'émettront plus de particules peut-être, voilà. Où on aura résolu cette question-là, et à ce moment-là, effectivement, il n'y aura plus de pollution par les particules en quelques semaines. On parle de quelques semaines. L'arrêt total des émissions des gaz à effet de serre, ça ne fait pas revenir les températures. Ça les stabilise pendant quelques siècles à millénaires. Hein, donc, quand même. Ça les stabilise. La montée des eaux continue, se poursuit jusqu'au-delà du XXIe siècle. Donc, de toute façon, on a une certaine forme d'irréversibilité dans le phénomène qui fait que nous aurons, dans tous les cas, à nous adapter à un changement climatique, quoi qu'il arrive, et essayer d'en limiter, bien sûr, l'amplitude. C'est ça les enjeux aujourd'hui. Alors, ça m'amène aux actions locales, puisque la question... Quel est le poids des actions locales par rapport à un phénomène qui nous dépasse? Alors, il y a deux choses. D'abord, comment on agit sur cette... C'est un peu comme une maladie. On peut agir par des soins, comment on appelle ça, palliatifs, ou par un traitement de fond. Hein, donc, traitement palliatif ou traitement de fond.
L'adaptation, c'est le traitement palliatif, c'est-à-dire qu'on soigne le phénomène, on essaye d'en limiter les conséquences. La conséquence, le traitement de fond, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est donc deux choses complètement différentes. Réduire les gaz à effet de serre, c'est très difficile, et c'est un enjeu mondial. Mais bien sûr que la seule façon d'y arriver, c'est d'engager l'ensemble de la société, et ça, le rapport qui est sorti au mois d'octobre dernier sur le réchauffement climatique à 1,5 degré, est-ce possible, etc., pour que ce soit possible de limiter le réchauffement à 1,5 degré ou un peu plus, l'ensemble de la société doit être mobilisé, et les individus, les collectivités, les entreprises, l'État, tout le monde doit se mobiliser pour y arriver. Donc, bien sûr, une action personnelle ou locale a peu de poids dans cet ensemble. Mais si tout le monde dit la même chose, on n'y arrivera pas. Donc, ça, c'est la première chose. En revanche, l'adaptation, la construction d'infrastructures qui vont permettre de résister ou d'être résilient à ces phénomènes extrêmes, elle est complètement locale. Alors, elle peut se situer soit à l'échelle d'une ville, soit à l'échelle d'un bassin versant lorsqu'on parle de crues. Bien souvent, on voit la problématique, et j'entendais un des maires d'une commune du sud-est, dont je ne me rappelle plus le nom exactement, dire « oui, mais moi j'ai toutes les inondations, mais elles sont dues au climat, bien sûr, mais aussi aux aménagements qui sont en amont ». Donc on voit bien que la problématique, elle ne peut pas être seulement locale à une commune, elle concerne tout le bassin, lorsqu'on fait des plans pour les crues et les conséquences. Donc à cette échelle-là, il est indispensable de s'en prémunir. Les secteurs d'activité aussi peuvent se doter de plans ou de choses comme ça. Les États, donc à toutes les échelles, les plans peuvent être construits pour s'adapter au changement climatique. Ensuite, je reviens sur des questions liées à l'eau, au cycle de l'eau, aux sécheresses et aux inondations. Alors, sur la ressource en eau, il y a sur la question de la ressource en eau, ce que l'on sait, c'est que les régions méditerranéennes sont en première ligne des problèmes qui vont avoir lieu. Donc oui, le sud de la France est très très exposé aux problématiques de ressources en eau, et on le voit dans les événements récents, que ce soit tant pour l'agriculture que pour l'énergie. Et d'ailleurs pour l'énergie, on a pu montrer aussi qu'il était exposé aussi pour d'autres types de production. Par exemple, la production éolienne, on a une petite baisse des productions éoliennes que les modèles nous prédisent. C'est à signaler, ce n'est pas un phénomène majeur, mais bon. Malheureusement, les régions du sud de la France sont exposées à beaucoup plus d'aléas et vont être beaucoup plus exposées au changement climatique que les régions du nord de la France. Je mets Annecy au sud, oui, quasiment. Le 45e parallèle. On n'est pas très loin, je pense, du 45e. Les régions de montagne sont également extrêmement exposées pour d'autres raisons, pour le tourisme en particulier. On estime que dans un climat 2 degrés plus chaud, l'enneigement, la saison, enfin en gros l'enneigement, c'est environ un mois de moins d'enneigement, 2 degrés, donc avec des implications économiques. Aujourd'hui, j'ai entendu des maires dans les stations des Cévennes me dire qu'ils étaient en train d'essayer de transformer leur station de ski en une autre forme de tourisme. Donc le tourisme est un secteur qui sera impacté, particulièrement dans les régions montagneuses. Voilà ce que j'ai à dire sur les régions du Sud et des montagnes. Voilà, pour être tout à fait correct. La question de la prise en compte des actions climatiques contre le changement climatique dans les modèles
qui m'a été posée. La réponse est oui, nous faisons des scénarios. Dans le cadre des exercices d'intercomparaison des modèles, nous faisons des scénarios avec prise en compte, avec politique climatique ou sans politique climatique. C'est pour ça que, par exemple, un des scénarios, le scénario le plus ambitieux en termes d'action, nous conduit à un climat environ 1,5 degré plus chaud qu'aujourd'hui, enfin qu'à l'ère pré-industrielle, donc 1,5 degré plus chaud qu'aujourd'hui. Et ce climat, ce scénario implique des modifications très très importantes, y compris ce qu'on appelle des actions de retrait du CO2 de l'atmosphère, de géo-ingénierie très, très intense, notamment vers le milieu ou la fin du siècle. Car on n'arrivera jamais à supprimer les émissions de CO2 de certains secteurs, comme l'aviation. Ça sera extrêmement difficile. Il y aura toujours des émissions résiduelles liées au transport, à l'agriculture, etc. Donc, on sera obligé, si on veut avoir un bilan neutre en carbone, d'avoir également de mettre en place des actions de géo-ingénierie. C'est absolument inévitable à long terme. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. La communication, il y avait une question de madame. Oui. Juste une petite minute, monsieur Oui. Vautrin, si vous voulez. La communication est insuffisante aujourd'hui. On n'a pas, on est finalement assez peu. On est climatologue, on est assez peu. On est peut-être quelques centaines en France à travailler sur ces questions-là. On n'a pas les moyens aujourd'hui de pouvoir déployer des communications dans toutes les directions régionales et voilà. Alors Météo France est très très proactif dans ce domaine, mais ils sont aussi peu nombreux et voilà. Merci beaucoup, Monsieur Vautard. Merci vraiment très sincèrement pour votre intervention et cette audition et la réponse totalement exhaustive aux questions. Donc vraiment merci. On aura peut-être l'occasion de revenir vers vous si véritablement on a besoin de le faire dans le cadre de l'édification du rapport. En tout cas, merci beaucoup. On va vous raccompagner et puis on va passer à l'audition suivante puisque nous sommes pris par le temps. Nous devons finir à environ 16h moins 5 à peu près.